qui devait comporter 4 intervenants, mais dont je crois qu'il n'y en a plus que 3 qui participeront, l'un d'entre eux n'ayant pas pu venir. C'est celui auquel, je pense, le président Radvin faisait allusion tout à l'heure, il me semble. Tout à fait, il devait venir des États-Unis. C'est ça, il devait venir au dernier, mais donc il ne peut pas venir. C'est dommage. C'est dommage, oui. Alors, c'est pas sûr, peut-être qu'il pourra nous rejoindre. Oui, il faut qu'il se presse, parce que s'il y a des États-Unis, il faut qu'ils soient déjà dans l'avion. Alors, voilà. Par conséquent, ce que je voulais dire, oui, je ne résiste pas, avant de commencer ma présentation, je vais revenir aux sociétés civiles, qui était le thème de la... Oui, il faut s'asseoir. Ils sont longs à la soignage. Ça va les amener. Oui, peut-être, oui. Oui, il faut commencer. Bon. Oui, nous allons revenir au thème de l'étude de la société civile de quelques pays du Moyen-Orient. Mais auparavant, je ne résiste pas au plaisir de revenir sur ce qui a été dit sur la Syrie et le caractère de la révolution syrienne, entre guillemets. Ce qui me semblait, en racontant 2 anecdotes quand même, qui ne sont pas mes anecdotes, mais des anecdotes que j'ai entendues et qui ont été rapportées par deux personnalités européennes, à savoir 2 anciens ministres. Donc la première, c'est l'anecdote, l'histoire que raconte Roland Dumas, ancien ministre des Affaires étrangères de la France, et qui raconte qu'en se rendant en Angleterre, étant plus ministre des Affaires étrangères, et se rendant à Londres en 2009, à l'automne 2009, c'est-à-dire 2 ans avant l'éclosion des fameux printemps arabes, entre guillemets, et qu'il avait été abordé par des connaissances dans des milieux officiels, je crois des services spéciaux britanniques ou du Foreign Office, enfin des officiels en tout cas, et qui lui avait proposé, il lui avait dit nommément, voilà, nous préparons un coup en Syrie, il va se passer quelque chose en Syrie d'ici peu de temps, nous travaillons officiellement ici à Londres, en Syrie et sur quelques autres pays, ça on le sait, mais voilà, est-ce que vous voudriez travailler avec nous, tout simplement. Ils ont fait cette offre-là à l'ancien ministre français des Affaires étrangères, c'est lui-même qui le raconte, et je ne pense pas qu'il l'invente. Voilà. Donc il a dit non, bon non, ça ne m'intéresse pas. Mais il a raconté cette histoire officiellement, devant les caméras, à la télévision française y compris, à 2 ou 3 reprises, ou 4 reprises, donc il ne ment pas. La deuxième anecdote est un peu du même acabit. Il s'agit d'un ancien ministre de la Défense qui est sénateur, qui s'appelle Mario, je ne sais plus quoi, Mauro, ou un nom comme ça, qui est ancien ministre italien de la Défense, mais je ne sais plus, mais relativement récemment, et il était en visite au Kurdistan irakien, je crois que c'était en 2008, et il était invité, puisque le Kurdistan irakien était la coqueluche de tous les visiteurs occidentaux, il s'y rendait en foule, et donc il y va, et en faisant de la visite, il voit un groupe de maisons et d'appartements et d'immeubles tout à fait resplendissants et neufs, flambant neufs, et il demande, oh c'est très beau, ce sont de bons projets immobiliers, mais à quoi ça sert? Quelle est leur destination? Et ses guides lui ont répondu tout à fait innocemment, mais ce sont des appartements et des maisons qui sont destinés aux victimes de la future guerre de Syrie. Le problème, c'est que c'était en 2008, il n'y avait donc pas de guerre de Syrie, encore. Alors lui-même le raconte cette histoire, et puis il ne fait pas de commentaires, mais je crois que ça se passe de commentaires. Voilà. Donc je voulais maintenant revenir à la société civile, après ces écarts un peu militaires. Donc moi je suis tout à fait d'accord sur la société civile, que c'est certainement l'avenir des pays, et que les pays qui n'auront pas de société civile, bon c'est vrai qu'ils seront un peu balayés par l'histoire, ils risquent de l'être du moins, mais encore faut-il, je crois, faire une réserve sur qu'est-ce que c'est que cette société civile. Parce que c'est certainement, je dirais, le moteur des sociétés modernes, mais au fond, étant donné que le monde étant ce qu'il est, il en va de la société civile comme du reste du monde, finalement. Le monde d'aujourd'hui, c'est souvent, du côté de chez nous, c'est le monde occidental. Et c'est le monde occidental qui sert de repère, et on assimile le monde occidental au monde dans son entièreté. De même que la communauté internationale, comme vous savez, ce sont 3 États, et c'est la communauté internationale. Alors donc, ce monde, finalement, il convient de rappeler, en parlant de société civile, que, né en Occident, ce concept de société civile est étroitement tributaire du modèle de société civile occidentale, c'est logique, et qui est relié et qui est confronté au principe sacro-saint de la doctrine prédominante dans le monde occidental, qui est le libéralisme. Le libéralisme qui est plus économique que politique, d'ailleurs,
Non, le libéralisme économique, qui joint d'ailleurs dans un attelage tout à fait étonnant, qu'on présente comme étant fatal et presque allant de soi, alors que de mon point de vue ne va pas du tout de soi, le principe de l'économie de marché, et puis le principe de la démocratie parlementaire, comme si ces deux principes étaient liés de toute éternité. Je ne crois pas que ce soit vrai. Donc la société civile, certes, est devenue un moteur des sociétés occidentales, et donc elle aurait ainsi vocation, puisqu'on assimile la société occidentale à la société mondiale à venir, donc la mondialisation, la société civile, devenue un facteur des sociétés occidentales, aurait aussi vocation à devenir donc le moteur de la société dans tous les pays du monde. La mondialisation équivalent à l'occidentalisation. Alors, et ça devrait se développer au fur et à mesure que le modèle occidental se développe et conquiert le monde, eh bien, la société civile devrait conquérir le monde. Il est à noter que cette société civile, quand même, elle a un sens bien particulier dans la conception occidentale. Monsieur Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères, je crois qu'il a été mentionné par un collègue intervenant tout à l'heure, Monsieur Védrine, finalement, en parlait un peu avec... disons avec précaution, enfin avec un peu d'aigreur, en disant qu'on avait coutume, en fait en Occident et en France par exemple, c'était à la mode et dans l'air du temps, de confondre la société civile avec les ONG, les organisations non gouvernementales. On voit bien ce qu'il avait derrière la tête en disant ça, je ne lui donne pas tort de dire ça, de s'élever un petit peu contre cette confusion. En tout état de cause, cette occidentalisation et cette mondialisation, je ne suis pas sûr qu'elles aillent de pair. La mondialisation, certainement, parce que qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est bien ce qui est en train actuellement. Mais qu'elle se résume à une occidentalisation du monde, comme implicitement on le dit, ou comme on l'admet, ça me semble une autre chanson. Et cette autre chanson, moi je n'en connais pas les paroles, même si j'en connais l'air. Alors, je ne suis pas sûr, au fond, que le monde soit immuable et qu'il y ait une tendance unique. Le sens de l'histoire, moi je ne suis pas très sûr qu'il existe. Ceux qui y croyaient, ils ont une sévère déconvenue, il y a quand même quelques temps, il y a une vingtaine d'années, le sens de l'histoire, brutalement, il a bifurqué. On a même cru qu'il n'y avait plus de sens du tout, et au fond que l'histoire était finie. Je pense que, donc, il n'est pas sûr que l'occidentalisation soit le destin de l'humanité. On est précisément arrivé à un point où les équilibres de force sont en train de s'inverser actuellement. C'est relativement rapide d'ailleurs pour un monde où tout va vite, mais où finalement les évolutions géopolitiques, c'est-à-dire ce qu'à la mode, finalement conduisent le monde. Mais je pense qu'il y a un retournement brutal de situation et d'équilibre. On a eu la guerre froide qui s'est terminée en 1991. Ensuite, pendant 20 ans, on a eu ce qu'on appelle le moment unipolaire américain, où ça dit bien ce que ça veut dire. Il y a eu un monde à un seul pôle, et non pas un monde multipolaire comme le disent certains. C'est un monde unipolaire, c'est-à-dire où les États-Unis ont tenu lieu de communauté internationale avec 2 ou 3 de leurs alliés de circonstance, comme la France, la Grande-Bretagne, puis quelques comparses. Mais enfin, c'est les États-Unis essentiellement. On appelle ça, en géopolitique, et souvent, le moment unipolaire américain. Bon. Il a duré exactement 20 ans, 1991-2011. En 2011, à mon avis, ce moment s'est terminé, brutalement, peut-être sans qu'on s'en aperçoive. 2011, pourquoi? Parce qu'en début d'année, au mois de mars, il y a la résolution 1973 du Conseil de sécurité sur la Libye, qui autorise et qui monte une opération à couvert humanitaire sur la Libye, pour soi-disant protéger les populations civiles libyennes, qui ne l'avaient jamais demandé d'ailleurs. Mais, donc, et c'est l'OTAN qui prend les choses en main, mandatée par les Occidentaux, qui vont détruire la Libye, l'État libyen, et il se met le chaos que l'on sait, puisque actuellement, on est en train d'envisager une nouvelle opération militaire par les mêmes Occidentaux et les mêmes troupes arabes, les mêmes complices exactement, qui ont détruit la Libye, qui ont détruit l'État libyen, qui ont assassiné son chef d'État en direct devant les caméras de télévision, et qui ont supprimé l'État libyen et transformé en un chaos de 3 ou 4 républiques. Et maintenant, il y a un tel chaos où personne s'y retrouve, avec Daesh qui s'y installe, et on voit bien que les Américains notamment, et l'Occident, l'OTAN, envisagent volontiers, envisagent même un délai rapproché, d'organiser une nouvelle intervention. Ils n'ont donc tiré la leçon de rien. Ils ont établi le chaos par une intervention humanitaire, ils veulent supprimer le chaos par une soi-disant intervention. Alors on frémit à l'idée du résultat à venir, sans savoir. Ce qui prouve un peu l'hypocrisie et la bêtise un peu des choses, et des fois des décideurs et faiseurs d'opinion. Je pense que le deuxième, en 2011, c'est en octobre, la première résolution concernant la Syrie, qui est présentée par les Occidentaux, et puis par quelques pays arabes et quelques autres pays comparses, mais enfin des pays arabes et des pays occidentaux essentiellement, et donc qui propose, au fond,
qui est naissant pour la Syrie. C'est le premier d'une série de 4 ou 5 résolutions, seulement ça ne passera plus. La résolution du mois de mars était passée parce que ni la Russie ni la Chine n'y avaient opposé leur veto, se laissant convaincre par les Occidentaux qu'il s'agissait de protéger les populations libyennes contre leurs massacreurs de chefs d'État. Bon, finalement, on a vu ce que ça a donné. Et je crois qu'ils sont furieux par le résultat de voir que c'est l'OTAN qui prend les choses en main, qui détruit le pays, et que c'est un changement de régime qui est l'objectif réel. Au mois d'octobre, ça ne marche plus. Contre Bachar el-Assad, ça ne marche plus. Et donc, il y a sans surprise un veto russo-chinois qui sera suivi de 3 ou 4 autres, 3 au moins 3 autres, et peut-être 4 autres, et peut-être d'autres à la suite, puisque l'un d'eux a été bloqué encore récemment. Donc ceci, c'est, à mon avis, l'année 2011 marque le point de non-retour, disons pour le moment unipolaire américain. À ce moment-là, je crois que l'Occident peut réaliser, malgré les simagrées ou verbales, je dirais, des dirigeants occidentaux, montrer que l'Occident ne peut plus faire la loi, ni les États-Unis ne peuvent plus faire la loi. Il y aura plein d'autres péripéties, mais je pense que 2011 marque le début de la fin du moment unipolaire américain. Désormais, le monde est à la recherche d'un nouvel équilibre qui soit multipolaire, c'est-à-dire avec vraiment plusieurs pôles. Je note que dans cette nouvelle recherche, que personne ne recherche à remplacer une hégémonie et un unipolarisme par un autre, par exemple l'américain par le russe ou par le chinois, mais que ce qui est véritablement la demande, je pense, non pas de la communauté internationale, qui est 3 ou 4 pays, mais de la communauté des nations, qui représente presque 200, ce qui est un peu différent, eh bien, je crois que la demande, c'est un monde multipolaire, c'est-à-dire où tout le monde pourrait pas, tous les pays, grands et petits, riches et puissants, c'est quand même l'idéal onusien, c'est ça. Donc, et ce n'est pas un moment unipolaire, ni même bipolaire. Personne, rassurons-nous, ne demande à remplacer, par exemple, l'hégémonie totale de l'Amérique et de ses alliés par une hégémonie totale de la Russie et de ses alliés, ou de la Chine et de ses alliés, ou des BRICS, ou de je ne sais plus quoi. Autrement, ce ne serait pas la peine de remplacer une hégémonie par une autre, ce serait exactement la même chose. Ça serait complètement vain. Donc, ce n'est pas ça qui est en jeu. Par conséquent, la société civile, je pense que le monde est en train de changer, et je pense que si la société civile reste le moteur nécessaire de tous les progrès des pays de la communauté mondiale, je pense que la société civile doit s'adapter aux pays divers, notamment au monde de l'islam, aux pays arabes, aux pays musulmans, mais pas seulement, à tous les pays de la planète. Il doit y avoir, chaque pays de la planète doit être capable de générer sa propre société civile sans que ça soit calqué sur des ONG internationales qui au passage ne sont pas si non gouvernementales que ça, puisque la plupart des ONG, notamment en Amérique, ne sont pas, et surtout pas non gouvernementales, puisque si on se bat sur qui finance décide, eh bien le financement vient souvent de la CIA, tout simplement, il vient du département d'État, ou bien de grandes fondations diverses, d'organisations diverses, qui sont toutes financées par les pouvoirs publics américains, et parce que j'appelle, moi, l'appareil de production industrielle de la démocratie, qui a eu un rôle moteur dans l'éclosion des printemps arabes, mais aussi des révolutions de couleur et toutes les tentatives de déstabilisation du monde, y compris en Ukraine, au Kenya, en Iran, bien avant même les printemps arabes, ou en Géorgie. Voilà. Donc, il appartient à chaque, les ONG ne sont pas forcément la société civile, et je pense qu'en terre d'islam ou en terre arabe, eh bien je pense que dans d'autres pays de la planète, dans d'autres contrées de la planète, chaque pays, quel que soit son régime, finalement, a les moyens de générer sa propre société civile, et c'est son droit le plus strict. Et je dirais que ce serait désastreux que tous les pays prennent le modèle occidental, qui n'a pas de leçon à donner réellement au reste de la planète. Parce que la démocratie pour l'Occident, c'est la démocratie en Occident, se réclamant de la démocratie, mais si les gens dans les pays occidentaux peuvent changer leurs dirigeants tous les 5 ou 6 ans, ça c'est appréciable. Quand on en a marre de voir leur visage, eh bien on change les visages, mais seulement changer les dirigeants, ne pas changer de politique. On notera que par exemple en France, ou dans les autres pays occidentaux, les républicains, les démocrates c'est pareil, l'UMP, le Parti Socialiste c'est pareil, et à quoi bon changer de dirigeant, sinon pour changer de paysage médiatique. Mais autrement, c'est de la enfin je veux dire, c'est un peu de la tromperie et de l'escroquerie intellectuelle et politique. La démocratie n'est pas une fin en soi, c'est un mode d'élection, de gouvernement, je ne sais pas, de système de pouvoir politique, ça n'est pas une fin en soi. Et d'autres pays, de mon point de vue, moi je ne dis rien contre la démocratie, mais enfin bon, je pense que les autres pays ont le droit de choisir leur voie, c'est un droit imprescriptible des États et des nations,
Il y a les 5 principes des Nations Unies qui sont les principes de base, c'est la souveraineté des États et le devoir de non-ingérence dans les affaires des autres États. Le 3e, c'est l'obligation de négocier avant de recourir à la force ou à l'usage ou à la menace de l'usage de la force. Et le 4e principe, c'est le droit à l'autodétermination des peuples, ok, d'accord, plutôt. Et le 5e principe, qu'on oublie un peu trop, c'est le droit des États à décider librement de leur régime politique à l'abri de toutes les ingérences étrangères. Et je pense que les pays occidentaux et leurs alliés saoudiens, turcs, qataris et autres, et Israël bien évidemment, lorsqu'ils sont en train de décider si Bachar el-Assad doit partir aujourd'hui, demain ou jamais, ou s'il doit rester jusqu'en mars 2017 parce qu'ils l'ont décidé, je crois qu'ils sont complètement à côté de la plaque, parce qu'ils n'en ont pas le droit, à quel titre, de quoi je me mêle, que je me mêle de mon chômage, de mon industrie qui fiche le camp, et que je me mêle de tous mes problèmes sociaux, d'intégration. Alors voilà, c'est ce que je voulais dire, et avant de présenter le 2e débat. Donc j'espère qu'on va en revenir à la société civile, puisqu'on va traiter de la société civile en Iran, en Turquie, et puis au Yémen. Grosso modo, c'est ça, hein, je crois que je ne me trompe pas. Alors donc, la société civile, dans les... tel que c'était prévu. Moi j'ai été surpris parce qu'il y a un changement au programme. Alors je m'excuse si je cafouille un peu. Bon. Attendez. Oui c'est ça. Non, ça y est, j'ai le nouveau programme. Il y a un intervenant qui a été changé par un autre. Alors, le premier intervenant, je pense que c'est ça. C'est le docteur Ahmed Nabizadeh, qui est à ma droite, si je ne m'abuse, qui est docteur en sciences politiques, qui a été docteur en sciences politiques à l'université de Nanterre en 1985, c'est ce que j'ai trouvé sur son curriculum vitae. Vous me corrigez ou si j'oublie des choses importantes, vous me le direz. Je ne le fais pas par malveillance, mais par ignorance. Donc il a été assistant professeur ensuite à l'université de Téhéran en 1986. Il est devenu professeur, il était déjà professeur, mais enfin c'est le titre université, full professeur comme on dit en persan. Donc depuis l'an 2000, il a été directeur du département de sciences politiques de 1990 à 1992. Il a écrit 12 livres universitaires et il en a traduit une dizaine de français en persan. Je ne sais pas lesquels, je n'ai pas trouvé, mais bon, peut-être que vous pourrez le dire d'ailleurs. Et il vient d'écrire, je crois, quelque chose, ou il est en train d'écrire quelque chose, au fond, qui s'appelle « Quel avenir peut-on envisager pour le 10 printemps arabe ?» me semble-t-il. Pas quelque chose comme ça que vous êtes en train d'écrire que vous avez déjà écrit. Oui, voilà. Alors donc, mais son intervention, l'intervention du professeur Nabizadeh, aujourd'hui, ne portera pas sur tous ces sujets, mais portera sur un sujet d'actualité qui lui est cher pour des raisons que vous devinerez après ce que je vous ai dit de son curriculum vitae, à savoir la société civile en Iran, et bien entendu, je pense que c'est ça, sauf s'il y a eu un changement, en Arabie Saoudite, qui est inséparable de l'Iran tous ces temps-ci. Dès qu'on parle de l'Iran, on parle de l'Arabie Saoudite, et vice-versa. Donc il va nous parler des deux très savamment, et beaucoup plus savamment que je ne saurais le faire. Donc je lui laisse la parole. Allez-y, professeur.